Bienvenue sur la deuxième partie de la journée. On finira tout à l'heure avec, on parlera de vin de Cahors et on dégustera trois très beaux vins avec Rodolphe Bauduré de chez Bonny. Avant ça, il y a Didier Vandenbroek de chez Dogma Anvers qui va arriver avec toute sa bande. Ils nous feront des cocktails. Ils sont 5 et je pense que ça va être un peu funky. Avant, il y aura Julien Foin qui viendra avec nous discuter du vin nature et on va faire quelques expériences gustatives autour de ça. Mais maintenant, tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir sur la scène liquide Paul-Augustin Delattre de Bulle de Ruche. Merci d'être là, Paul-Augustin. Tu n'es pas venu de très loin parce que le stand de Bulle de Ruche est là. Derrière. On peut venir goûter et vous parler à tous. Bulle de Ruche, c'est de l'hydromel. Ouais. L'hydromel, moi, avant qu'on se voit sur scène, je me suis dit, OK, casque de viking, dracard, enfin, des idées un peu folles. Et puis, pas du tout. Alors, c'est quoi l'hydromel? Alors l'hydromel, c'est de l'alcool de miel. Généralement, on réussit à expliquer ça facilement en disant qu'on fait du vin avec du jus de raisin, on fait du cidre avec du jus de pomme et on fait de l'hydromel avec du miel. Ça marche de la même façon que le vin, c'est une fermentation? Exactement, c'est une fermentation. Et le parallèle avec le vin est très bon puisque le concept qu'on a derrière Bulle de Ruche, c'est d'utiliser le miel comme un cépage, où chaque fleur qui va être butinée par les abeilles va avoir des arômes différents. Et de ce fait, la boisson finale aura aussi des arômes différents selon les régions dans lesquelles le miel est récolté. Ça veut dire qu'il y a, là, on voit un type d'hydromel. Il y en a plusieurs chez Bulle de Ruche? Alors nous, on fait un seul type d'hydromel, effectivement. Il s'agit d'un hydromel pétillant. Un hydromel qui est aussi faible en alcool, qui est à 4,5 degrés. Ce qui en soi n'est pas vraiment commun, puisque l'hydromel traditionnel, c'est généralement des produits qui sont entre 10 et 20 degrés d'alcool. Okay. Oui, c'est ça, on a cette image d'un truc très fort, Ouais. un peu lourdingue et tout ça. On est très très loin de ça, on va en goûter tout à l'heure, tu nous as apporté Avec plaisir. plusieurs bouteilles, on va s'en rendre compte de visu, de goûtu. Comment c'est né? C'est quelque chose, c'est une tradition familiale, l'hydromel? C'est pas un alcool qu'on voit beaucoup, c'est pas un alcool qui est très répandu, donc comment d'en refaire? Alors aujourd'hui, c'est vrai que avec Bulle de Ruche, on est plusieurs, mais à l'origine, l'idée est venue de moi avec un parcours dans le monde du vin et l'observation, un peu comme je le disais tout à l'heure, qu'il y avait très peu d'acteurs, ou tout du moins pas d'acteurs en France, qui utilisent le miel vraiment dans cette diversité organoleptique, c'est-à-dire en termes de boissons, d'utiliser les différences en termes de régions et de fleurs. Ce que je disais, c'était le fait de l'associer comme un cépage. Et donc j'ai commencé on va dire par intérêt, mais sans forcément avoir une idée de business derrière, de faire fermenter du miel de provenance différente. Et il s'avère que les expériences ont été probantes quasi dès le début. Et c'est là où l'idée du business est arrivée, de se demander pourquoi pas en créer une marque. Donc le principe, c'est qu'on va mettre ce miel dans une cuve? C'est ça, on va le mettre dans une cuve, mais avant de le mettre dans une cuve, le miel étant lui-même très très chargé en sucre, on va le diluer dans de l'eau, et la dilution, c'est ce qui va nous permettre, dès le début, de savoir quel degré d'alcool final va avoir le produit. Okay. Donc cette base, ce jus de base, il va fermenter, il doit travailler longtemps. Le processus prend combien de temps? Le processus est de à peu près 3 semaines. Mais ça, c'est vraiment dépendant de chaque producteur, puisque c'est le degré d'alcool final qui va donner le tempo. Nous, on obtient 4,5 degrés, ce qui en soi est très faible, ce qui pourrait être obtenu en quelques jours. Mais on désire ralentir la fermentation en baissant la température de la cuve, autour des 18 degrés, ce qui permet d'avoir une fermentation plus lente, puisque les levures sont moins actives avec une température faible. C'est un peu une technique qui est utilisée en Alsace, dans le vin, pour les vins blancs, notamment de Riesling et de Gewürz, pour vraiment chercher les arômes floraux du raisin. C'est un peu pareil pour nous. On va aller chercher avec cette fermentation longue les arômes de la fleur qui est présente dans le miel et non pas les arômes caramélisés, boisés qu'on peut aussi retrouver dans le miel mais que nous, on ne désire pas avoir dans nos produits finaux. C'est ça, à la fin, on va le voir tout à l'heure, mais c'est pas une boisson sucrée, pâteuse. Enfin, il y a du miel, mais c'est la floralité qui est en tête. Exactement. C'est d'ailleurs l'objectif, c'est d'avoir une boisson qui a le goût des fleurs qui ont été butinées par les abeilles. Et la devise de Bulle de Ruche, c'est de la fleur au verre.
Et le miel n'est qu'une étape de cette transformation-là. En soi, on est l'entreprise qui embauche peut-être le plus d'êtres vivants, puisqu'on a des millions d'abeilles qui travaillent pour nous. Il s'agit vraiment d'une collaboration. Et notre matière première, finalement, c'est pas le miel, c'est vraiment la fleur. Okay. La matière première, c'est pas le miel, mais il faut quand même aller chercher du miel. D'où il vient ce miel et comment tu as créé la filière? Tu n'as pas été directement demandé aux abeilles? Non, on n'est pas apiculteur. Apiculteur, c'est un métier qui n'est pas le nôtre. Nous, on est vraiment fermenteur. On travaille avec des apiculteurs récoltants. Pour chacune de nos cuvées, une région, un miel, un apiculteur. Le nom de l'apiculteur est d'ailleurs écrit sur la contre-étiquette de la bouteille et on a même les coordonnées GPS de la ruche sur les bouteilles. C'est important pour nous de travailler avec des récoltants puisque on désire avoir une traçabilité très forte sur le miel, ce qui en soi est déjà un prérequis sur le marché du miel en tant que tel. Et puis on a de ce fait l'opportunité d'aller chercher des miels de partout en France. Si on devait travailler avec nos propres ruches, on n'aurait qu'une typologie de fleurs, ce qui en soi pourrait être un peu décevant et qui est l'opposé de notre concept. Oui, parce que donc en fait, du coup, l'idée c'est d'aller chercher des fleurs qui vont avoir des spécificités comme des cépages de vin, tu disais, et de les combiner. Ouais. Et là, par exemple, est-ce que la combinaison, le mélange, comment ça se travaille? Il y a une recette préétablie, c'est en fonction de ce qui arrive, comment ça se passe? Alors, on va encore emprunter le vocabulaire du monde du vin. On ne parle pas de cuvée en monocépage, nous on parle de cuvée en monofloral, de miel monofloral. On ne fait pas d'assemblage. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher la pureté sur un seul miel. Aujourd'hui, on a 3 cuvées qui sont présentées. Miel de tilleul récolté en Picardie, miel de lavande récolté en Provence et miel de litchi, lui-même récolté à Madagascar. Miel de litchi. Miel de litchi, ouais. C'est pas commun. C'est pas commun, effectivement. Et d'ailleurs, on le fait goûter sur notre stand, le miel de litchi, si vous désirez comparer à la fois l'hydromel et le miel avant. Okay. C'est pétillant. C'est pétillant. L'hydromel, c'est pas nécessairement pétillant. Non. Double question, comment et pourquoi? Ouais, alors c'est le pourquoi le plus intéressant. Avant d'évoquer la pétillance, on s'est posé nous-mêmes la question de pourquoi l'hydromel n'était pas un produit qui était consommé. Pourquoi c'était un produit qui était démodé. Tout simplement parce que l'hydromel traditionnel, c'est quelque chose qui est plus dans l'air du temps parce que c'est très chargé en alcool et c'est très sucré. Même s'il existe des hydromels secs, mais ça reste quand même fort en alcool. Et donc, tout le travail qu'on a fait avant même de créer nos cuvées, c'était d'imaginer qu'est-ce que devrait être l'hydromel moderne. Et l'hydromel, il est frais, il est léger, faible en alcool, faible en sucre, il a des arômes floraux, et surtout, effectivement, il est consommable à l'apéritif et pas en digestif comme l'hydromel traditionnellement. Et pour cela, il fallait qu'on conçoive quelque chose qui soit qui regroupe tout ça, qui soit rafraîchissant, faible en sucre, faible en alcool. Et donc le comment, pour répondre à ta deuxième question, comment faire pour avoir des bulles? On pourrait imaginer que on fermente un peu comme un champagne nos miels, de manière à conserver le CO2 qui est extrait pendant la fermentation. Sauf que c'est compliqué pour nous, puisque dans la bouteille, il y a quand même du sucre résiduel. Il y a à peu près 25 à 30 grammes de sucre résiduel, ce qui correspond à une catégorie extra dry. Et si on conservait les bulles de la fermentation, le produit serait sec. Il continuerait à fermenter en bouteille et ce serait presque même dangereux. On aurait des grenades en fait qui pourraient exploser. Et donc, comme on filtre le jus avant de le mettre en bouteille, on est obligé d'avoir une mise en bouteille sous pression, comme le cidre. Et c'est ça qui fait qu'il reste du CO2 dans la bouteille. C'est un apéritif, a priori, ça se boit frais. Ouais. Ça peut aussi se boire autrement, je ne sais pas, en dessert, avec des plats. Ouais. Alors, bien sûr. D'ailleurs, la majeure partie de nos clients sont le monde de la restauration, les restaurateurs qui utilisent ce produit-là en accord, très souvent avec les desserts, c'est vrai, mais aussi dans le monde de la mixologie, avec des cocktails qui sont pour le coup vraiment jamais bu, puisque l'hydromel, qui plus est l'hydromel pétillant, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau en France. À ma connaissance, on est les seuls à en faire. Donc,
J'ai oublié de te demander tout à l'heure, mais ça a commencé quand, Bulle de Ruche? En 2019. 2019. Ça fait 5 ans, c'est rythme de croisière aujourd'hui, ça fonctionne. En soi, l'idée est arrivée en 2019. J'ai eu 1 an de R&D accompagné par la BPI pour trouver la recette. La première commercialisation date de septembre 2020 à la Grande Épicerie de Paris, qui était notre premier client parisien, ce qui en soi était un bon signe. Et depuis, on a grandi avec une distribution en France aujourd'hui qui est nationale. On travaille avec 5 et on commence cette année à exporter au Canada avec le marché monopolistique de l'Ontario et les États-Unis sur le territoire national. Ok. C'est des marchés auxquels tu t'attendais parce que. Oui, c'est des marchés auxquels on s'attendait parce que l'hydromel est peut-être pas connu en France, mais a toujours été consommé dans le monde anglo-saxon. Que ce soit l'Angleterre ou même l'Écosse et l'Irlande, mais aussi le Canada, les États-Unis. C'est un produit qui a jamais été démodé, même si le marché reste un marché de niche, on est bien d'accord, mais rien à voir avec la France. C'est compliqué d'expliquer aux gens qui, comme moi, ont des idées tordues dans la tête et imaginent que c'est un vieux truc vieillot, indigestif, un peu lourd et tout ça. Il y a une barrière, il faut casser un préjugé. C'est comme ça que vous le. Oui, il y a une barrière, mais on essaye de le voir. On essaye de voir le côté positif des choses, c'est que le mot hydromel évoque forcément quelque chose pour les gens. Alors ça peut être certes un mauvais souvenir, mais dans ce cas-là, nous on va jouer sur le fait qu'on va essayer de transformer ce souvenir en quelque chose de bien. Et puis la plupart des gens effectivement ont des référentiels sur le monde scandinave, peut-être sur Harry Potter, peut-être sur le monde celte, voire même ceux qui sont vraiment, on va dire, calés en histoire, savent que ça vient de la Grèce. Mais en soi, nous on joue sur aucun de ces tableaux historiques, puisque de toute façon, ce qu'on fait n'a jamais été fait avant. Donc on a de ce côté historique que le mot hydromel, qui est une catégorie finalement légale. Le choix de la bouteille, la clarté de la robe, les bulles, tout ça, c'est aussi déjà des moyens de déconstruire les clichés. Alors oui, il fallait qu'on ait quelque chose qui soit qui indique au potentiel consommateur l'usage. Et l'usage de notre produit, c'est l'apéritif ou le dessert, mais c'est servi comme un champagne, on va dire, en alternative. Donc le format bouteille champenoise avec un bouchon en liège muselé, c'était plutôt logique. Il y a des verres vides là-bas, il y a des bouteilles là, mais il y en a des au frigo. On va servir les gens qui veulent et faire déguster ça. Qu'est-ce qui veut goûter de l'hydromel? Je vais servir des verres, vous pouvez venir. Alors, tu as dit, Alex va porter aux gens qui veulent les verres. Problème, tu as dit il y avait lavande, litchi, tilleul. Donc là, je sers notre cuvée au miel de litchi. C'est la seule cuvée qui est issue d'un miel qui n'est pas récolté en France, mais c'est notre partenaire, on va dire, historique, la compagnie du miel, qui récolte du miel à Madagascar. Comme je le disais, si vous voulez goûter le miel, c'est possible sur notre stand juste derrière. Et ce miel-là nous donne une cuvée qui est vraiment hors des sentiers battus, ce qui nous a d'ailleurs poussé à distiller cet hydromel et à sortir une eau de vie de miel de litchi, qu'on sortira en effet d'annonce, qu'on sortira en novembre en small batch. Donc quand tu fais l'eau de vie de miel de litchi, c'est le miel, tu le distilles directement? Non, on distille l'hydromel. Ok. Donc tu fais un batch d'hydromel à part, sans bulle? Sans bulle. Tu le distilles et enfin, tu le fais distiller, j'imagine, parce que obtenir le droit d'être distillateur. La vocation de Bulle de Ruche, c'est d'avoir son propre alambic, d'être nous-mêmes distillateurs, puisque en plus des hydromels, on fait un gin au miel de châtaignier. L'idée, c'est de pouvoir à terme distiller nous-mêmes. Effectivement, aujourd'hui, on travaille avec 3 distilleries françaises qui ont le même alambic. Mais à terme, effectivement, le rêve, ce serait d'avoir notre propre distillerie. Le sourcing du miel, le travail avec les apiculteurs, trouver tout ça, c'est un travail de longue haleine, non? Comment tu développes ces relations? Paradoxalement, c'est pas le plus compliqué, puisque c'est un monde de personnes qui sont vraiment ouvertes, très à l'écoute des amoureux de leurs produits. Et il s'avère que les 6 producteurs avec lesquels on travaille sont tous des personnes qu'on a rencontrées par le bouche à oreille. C'est vraiment un de nos apiculteurs qui nous en a présenté un autre et ainsi de suite. Le litchi, c'est le plus aromatique?
Le litchi, c'est pas le plus aromatique, mais c'est le plus consensuel. On va avoir des aromatiques qui tournent autour de la pêche blanche, de l'abricot. C'est des arômes qui vont être similaires peut-être au Moscato, pour ceux qui ont déjà bu du Moscato, voire même des vins blancs du sud de la France. Et donc, c'est le plus consensuel, c'est celui sur lequel on aura plus de repères. Les autres sont assez déboussolants, puisque ce sont des arômes quasi jamais explorés. Okay. Le tilleul particulièrement, c'est... Tilleul particulièrement. Ouais. Parce qu'il a... quel est son profil? Eh ben, écoutez, le tilleul d'ailleurs, si vous voulez en déguster, comme je vous le répète, n'hésitez pas à venir. On a des bouteilles au frais sur le stand, mais le tilleul, on a un profil aromatique très herbacé, très mentholé, presque médicinal. C'est quelque chose qui peut faire peur. Ça peut évoquer peut-être même pour certains le côté un peu trop salle de bain. Mais ce côté médicinal dans les arômes, c'est quelque chose qui revient vraiment à la mode, notamment dans le monde de la liqueur, avec les chartreuses, avec le génépi, avec ce type de produit-là. Et donc, effectivement, le tilleul, c'est beaucoup utilisé dans le monde de la restauration gastronomique, voire même étoilée. Et la lavande? Et la lavande, pour le coup, c'est... on sort du côté botanique, on va vraiment sur le côté flat, très sur la violette. Est-ce que ça veut dire que là, il y a ces trois-là, mais au fil des saisons, ça part dans tous les sens? Okay. On a 2 autres cuvées qui ne sont pas des cuvées de la gamme. En soi, ce sont des batchs qu'on fait ponctuellement avec des éditions limitées. Mais les éditions limitées, c'est quand même 20 000 bouteilles à chaque fois. Donc, on a quand même du stock. Mais c'est intéressant d'expérimenter plusieurs miels. Sachant que tous les miels ne sont pas utilisables. Pourquoi? Gustativement, d'accord. Ça c'est un avis, c'est très subjectif. Oui. Mais par exemple, tu fais un gin au miel de châtaigne, ça ne marcherait pas sur l'hydromel? Exactement. Ouais, le miel de châtaignier, sous la forme de l'hydromel que nous on produit, ne va pas avoir les aromatiques floraux qu'on désire. On va vraiment être sur le côté caramel, boisé, cire d'abeille. C'est quelque chose qui est très apprécié dans le gin, en tout cas dans le nôtre, c'est ce qu'on a désiré faire. Ça ne marcherait pas avec nos hydromels. Tu as un train à prendre. J'ai un train important à prendre parce que tu vas être papa, ouais. On peut le dire, peut-être aujourd'hui. Du coup, on va pas se rallonger, on va redire encore une fois, le stand de Bulle de Ruche est là. Juste derrière. Juste derrière. Même quand tu seras parti dans ton train pour devenir papa, il y a encore les copains et les copines qui sont sur le stand. Ouais, on peut venir goûter le gin, on peut venir goûter le miel de litchi. Le miel de litchi, des hydromels. Et on a aussi un produit sans alcool, qui est une infusion de miel de la baie du Mont-Saint-Michel. Il s'agit de miel de pommier, de miel de trèfle. Bah écoute, merci d'avoir pris le temps, même dans ce jour qui risque d'être exceptionnel. Je vous demande d'applaudir Paul-Augustin Delattre de Bulle de Ruche. Merci d'être venu nous voir. On se retrouve dans 10 minutes avec Julien Fouin pour parler de vin nature.